Donc le but de cette vidéo va être de faire une requête de type POST pour créer sur l'API de JSON Placeholder, pour créer un nouvel utilisateur dans Users qui va être, donc là j'ai mis dans l'objet de key, donc name, e-génie climatique et le website, l'adresse de mon blog. Donc le but va être de faire ça avec la fonction fetch et de faire une requête HTTP de type POST. Voilà. Donc déjà avant d'aller plus loin, je voulais juste parler un petit peu de l'API REST. Donc le site JSON Placeholder est basé là-dessus. Quand on va sur le site, c'est écrit Fake Online REST API. Donc c'est quoi une REST API? Parce que j'en ai parlé vite fait, mais ça va être important pour les requêtes de type GET ou POST. Il y a d'autres requêtes. REST signifie Representation State Transfer ou transfert d'état de représentation et constitue un ensemble de normes ou de lignes directrices architecturales qui structurent la façon de communiquer les données entre votre application et le reste du monde ou entre différents composants de votre application. RESTful est utilisé pour décrire les API REST. Toutes les API REST sont un type d'API, mais toutes les API ne sont pas RESTful. Les API RESTful se basent sur le protocole HTTP pour transférer les informations. Il y a 6 directrices architecturales clés pour les API REST. Donc la première c'est client-serveur séparation, la deuxième c'est stateless, cacheable, uniform interface, layer system et code on demand. Donc si je clique dessus, donc pour le premier, le client est celui qui va utiliser l'API. Quand un navigateur se rend sur Twitter, il formule une requête à l'API de Twitter et utilise les données de l'API. Un serveur est un ordinateur distant capable de récupérer des données depuis la base de données, de les manipuler si besoin et de les renvoyer à l'API. Les API REST offrent un moyen de communication standardisé entre le client et les données. Donc pour stateless, les API REST sont stateless sans état. Le serveur ne sauvegarde aucune des requêtes ou réponses précédentes. Le fait d'être stateless rend chaque requête et chaque réponse très déterminée et compréhensible. Cacheable ou sauvegarde. La réponse doit contenir l'information sur la capacité ou non du client de mettre les données en cache ou de les sauvegarder. Un cache est un moyen de sauvegarder des données pour pouvoir répondre plus facilement aux prochaines requêtes qui seront identiques. Donc en 4, uniforme interface. Interface uniforme. Les développeurs acceptent d'utiliser les mêmes normes. Chaque API a une interface uniforme. Layered system, système de couches. Chaque composant qui utilise REST n'a pas accès aux composants au-delà du composant précis dans lequel il interagit. Et code on demand, ça signifie que le serveur peut étendre sa fonctionnalité en renvoyant le code au client pour téléchargement. Donc voilà, donc l'API REST, c'est un système pour communiquer entre un client et un serveur et il faut respecter des normes. Et d'ailleurs, avec les API, on peut entendre le terme de CRUD. Et le CRUD, c'est donc le CRUD ou le CRUD est la liste des actions de base que vous pouvez effectuer sur une ressource. Donc cet acronyme signifie create, donc créer, read, lire, update, mettre à jour, delete, supprimer. Chaque action CRUD est associée à un verbe HTTP. Donc par exemple, ce qu'on a utilisé avant, donc action CRUD read, lire. Le verbe HTTP associé, c'est le get qui veut dire obtenir. Donc là, on va utiliser le verbe post pour publier sur JSON Placeholder. Donc l'action CRUD create, créer, verbe HTTP associé, post, publier. Donc il en existe d'autres. Update, mettre à jour. Verbe HTTP associé, c'est le put, mettre. Et l'action CRUD qui est delete, supprimer. Verbe HTTP associé, delete. Donc voilà, donc là je voulais parler de ça avant de parler de la méthode post. Donc là on va sauvegarder des données sur un service web, sur une API web. Donc là je vais prendre mes petites notes. Donc c'est des notes de cours qui viennent du site Open Classroom. On verra que les cours sur lesquels j'ai pris ces notes ne sont pas à jour, c'est des vieux cours. On va le voir après. Donc envoyer des données, comment ça marche? Donc on a la requête de type get qu'on a utilisée dans les vidéos précédentes. Donc est seulement faite pour récupérer des données sur un serveur. Donc ça c'est bon. On l'a vu avec fetch et les promesses. Then, catch, ainsi que avec la nouvelle syntaxe qui est async, await, try et catch. Donc les requêtes de type post et put, donc ça on l'a vu juste avant là, sont faites pour envoyer et recevoir des données d'un serveur. Donc post c'est pour créer et put ça serait pour mettre à jour. Le fonctionnement d'un verbe à l'autre est très similaire. Donc avec les verbes post et put, nous allons simplement ajouter des données dans le corps de notre requête. La requête de type post, donc la méthode post d'une requête HTTP permet d'envoyer des données à un serveur. Donc ça c'est ce qui va nous intéresser pour créer un nouvel utilisateur. Envoyer des données avec une requête post.
Donc, afin d'envoyer les données à un service web avec la méthode POST, donc via Ajax, donc ça on l'avait vu, hein, Ajax, asynchronous JavaScript and XML. Donc il faut passer par la méthode. Alors là, ils vont marquer send en lui passant en paramètre les données envoyées. Pourquoi? Parce que là, on utilise la vieille manière de faire des requêtes de type POST avec le XML HTTP request. D'ailleurs, on le voit là, le variable isomivar, ce qui n'est plus utilisé. Donc c'est le problème des cours d'Open Classroom, c'est que souvent ils sont pas mis à jour. Donc ça, c'est la vieille méthode, donc on va pas la voir là, ça sert à rien. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les méthodes actuelles. Donc par contre, ça c'est toujours valide. Le contenu de la requête POST sera dans le body. Donc étant donné que l'on souhaite envoyer du JSON à notre service web, il faut transformer l'objet JavaScript en JSON. Donc moi je vais créer un objet en JavaScript avec mon nouvel user, mais il va falloir que je le convertisse, que je transforme en JSON pour qu'il puisse être envoyé. Donc pour faire cette transformation, on utilise la fonction JSON.stringify et donc ce qu'il y a à mettre dedans, la variable de l'objet quoi. Il faut prévenir le service web qu'il va recevoir du JSON. Ok. Donc cela se fait grâce à des headers, donc qui sont des entêtes envoyées en même temps que la requête pour donner plus d'informations sur celui-ci. Il faut préciser les données qui vont être envoyées au serveur. Le header en question est content type. Donc là je crois qu'il y a un T majuscule. Je sais plus, on le verra après lorsqu'on va faire des tests en réel. Avec la valeur application JSON. Application / JSON. Il faut ajouter ces lignes là, donc ça c'est la vieille méthode. Donc note put fonctionne exactement de la même manière que post, ok, donc put c'est pour les mises à jour. On va effectuer une requête de type post avec la fonction fetch. Donc ça c'est la méthode actuelle qu'il faut utiliser, et ça c'est sur les vieux sites. Vieille méthode. Donc s'ils ont mis la nouvelle méthode fetch, c'est qu'elle est probablement, d'ailleurs on l'a vu, hein, elle est plus intéressante, plus puissante et mieux pour faire ce genre de choses. Donc ok, donc là on va commencer. Donc déjà je vais création d'un objet du nouvel utilisateur. Voilà, déjà on va commencer par ça. Donc je vais l'appeler, donc je vais mettre ça dans une constante, je vais l'appeler new user. Alors après ça je peux l'appeler comme je veux, hein. Et là je crée l'objet. Et dans l'objet je vais pas me prendre la tête, je vais juste mettre un name. Donc je vais mettre le nom de mon blog, et de la chaîne aussi, même si la chaîne a deux noms. Donc le name, donc ça on l'avait vu dans les vidéos précédentes, hein, dans les users, il y avait name. D'ailleurs je vais me mettre sur le site là, on va le voir là au niveau des users. Donc on avait le name, username, email, l'adresse, bon, on avait un paquet de trucs. Donc moi je vais mettre name et je vais mettre website. Après on peut créer les keys que l'on veut, hein. Donc là je mets la value. Et là, je vais mettre l'adresse de mon blog, https, comme ça on va voir si ça marche. e-génieclimatique.com. Ok, si je fais CTRL-S, il n'y a pas d'erreur, super. Donc bien sûr, cet objet-là, j'aurais pu le créer par le biais d'un formulaire. Dans un formulaire en des données, ça crée un nouvel utilisateur. Ce formulaire est contrôlé et après on l'envoie sur le serveur. Mais bon, là, j'y suis pas encore, là. Donc... déjà la première chose, c'est comme pour la méthode get, il va falloir utiliser la méthode fetch qui va retourner une promesse. Donc je vais utiliser le même nom que la dernière fois, hein, const promise. Donc ça se prononce promesse en anglais, hein, comme en français. Promise. Donc voilà, c'est comme le français, c'est marrant. Donc après, je vais utiliser la fonction fetch, les petites parenthèses et les guillemets, les doubles quotes. Et après, je vais mettre l'adresse de l'API web. Donc l'adresse, elle est là, hein. Donc moi, je vais prendre ça, donc l'URL. Et après, au niveau de la ressource, je vais utiliser users. Voilà. Et donc là où ça va changer, c'est maintenant. C'est là, il va falloir mettre une option. Donc là, on le voit sur le MDN, sur fetch. Donc fournir des options à la requête. La méthode fetch accepte un second paramètre optionnel, un objet init, qui vous permet de contrôler un certain nombre de réglages. Donc là, dans myInit, ils l'ont mis là, juste après l'adresse qu'ils ont mis ici, là, myInit, là. Et après, ils ont mis la méthode, donc get, le headers. Donc là, après, le mode core, ça, je l'ai pas vu. Le cache défaut, ça, je l'ai pas encore vu. Mais bon, voilà. Donc on a différentes informations sur utiliser fetch dans le MDN. Donc voilà, donc ici, là, je vais mettre, donc là, je vais pas mettre de variable, là, je vais mettre comme ça. Donc crochet. Et donc là, la méthode de point, je vais mettre post. Alors qu'on mette des simples quotes ou des doubles quotes, c'est la même chose. Si je fais CTRL-S, voilà, ça va pas marcher, ouais. Ça bug parce que j'ai pas fini d'écrire ce qu'il faut écrire. Voilà, donc après il faut que je mette le body. Donc le body, c'est ce qu'il y aura dedans, hein, c'est le corps. Donc c'est là où il va falloir transformer l'objet là. Ça c'est un objet JavaScript, le transformer en format JSON, parce que ça c'est pas du JSON ça. Ça c'est un objet JavaScript. Et pour ça il va falloir utiliser, il y a un objet JSON, donc body. Et cet objet ça s'écrit comme ça, donc objet JSON, point, et on va utiliser string. Et je vais mettre dedans new user.
C'est mode objet JavaScript qu'il faut que je transforme. CTRL S, donc là il y a un souci parce que là il aurait dû changer de couleur. JSON. C'est bien string, ify, virgule. Ouais d'accord, l'erreur je la vois, elle est ici là. Ça n'a rien à faire ici ça. CTRL S, voilà, donc il y avait la parenthèse, il fallait la virer. Donc là bien sûr si j'ai enlevé la parenthèse, là il va en manquer une ici. Donc c'est toujours le problème, il faut être vachement vigilant quoi. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Voilà. Donc là en plus on peut voir que ça a changé de couleur. Donc si on regarde ce que c'est le JSON.stringify, donc il faut transformer l'objet JavaScript en JSON. Pour faire ces transformations, on utilise JSON.stringify. Donc on va sur le MDN JSON. Donc l'objet JSON contient des méthodes pour interpréter du JSON, donc JavaScript Object Notation, et convertir des valeurs en JSON. Il ne peut être appelé ou construit, et en dehors de ces deux méthodes, n'a pas de fonctionnalité propre. Donc là, je vais aller en bas, et en bas, on a les deux méthodes. Donc JSON.parse, donc analyser le texte de la chaîne comme JSON, transformer éventuellement la valeur produite et ses propriétés et renvoyer la valeur. Donc ça on l'avait vu dans la vidéo précédente. Et JSON.stringify, donc ça c'est ce qu'on est en train de voir, retourne une chaîne JSON correspondant à la valeur spécifiée en incluant éventuellement seulement certaines propriétés ou en remplaçant les valeurs des propriétés d'une manière définie par l'utilisateur. Donc voilà les deux méthodes de l'objet JSON.parse et .stringify. Donc là maintenant on a converti l'objet JavaScript en JSON pour l'envoyer au serveur. Donc là il va manquer le headers. Et donc là, il va falloir lui préciser, donc ça s'écrit comme ça, le content type. Donc ce qui est un peu chiant, c'est qu'on est obligé, donc là, il n'y a pas l'autocomplétion parce que le serveur a besoin que ça soit écrit comme ça. Et c'est vrai qu'en JavaScript, ce symbole-là, c'est interdit. Alors on le voit là, c'est pas bon ça. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre ça dans des chaînes de caractères pour pouvoir avoir la syntaxe exacte avec la bonne écriture. D'ailleurs on le voit là, c'est majuscule, majuscule. Le reste c'est minuscule. Donc après je fais ça et après pareil. Et là je marque application JSON. Donc c'est du JSON, voilà. Donc là si je fais CTRL S, on va voir s'il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc là on vient de créer un nouvel utilisateur dans Users. Et là, on vient de l'envoyer sur la Web API. Donc, à noter un truc ici, là, pour voir si ça a marché, là, on a différentes données, là, et on a ce qu'on appelle le réseau. Là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est travailler sur le réseau. Et si je fais CTRL S, donc tu vois, là, sur le réseau, il n'y a rien qui est parti. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Et pourtant, sur le console log, si je mets ici, là, sur le console log, sur la console, je n'ai pas d'erreur. Bon, sauf le favicon, mais j'en ai pas, hein. Le favicon, c'est pour mettre une petite icône dans le navigateur au niveau de la barre d'adresse, donc ça sert à rien. Quoi, ça sert à rien? Si, ça peut servir, mais ici, là, ça me sert à rien. Donc là, je n'ai pas d'erreur sur la console. Par contre, je vois que sur le réseau, il n'y a rien qui est parti. Donc là, il y a un souci. Et donc là, lorsque je regarde mon code, là, on voit que là, je me suis planté, là. Là, j'écris post en minuscule, il faut l'écrire en majuscule. Je fais CTRL S. Il n'y a toujours rien. Donc là, je viens de créer mon nouvel utilisateur donc par le biais de la méthode fetch que j'ai envoyée donc sur l'API de JSON Placeholder. Donc là, ici, là, on a réseau. Si je clique dessus, là, je vais le mettre en plein écran. On a ça qui s'affiche. Donc des fois, il faut l'actualiser. Et puis si tu utilises le serveur là, de Visual Studio Code, Live Server, des fois, il faut le relancer parce que ça plante. Donc là, si je fais CTRL S, on va voir, ça va se réactualiser. Je fais CTRL S, donc on voit ça réapparaît. Donc on voit que ça prend un peu de temps, hein. C'est normal, ça va sur un serveur. Donc d'ailleurs, on voit là, donc là 127.001. Là, on a mis 114 millisecondes. Donc, on voit là, ici, il y a le temps là, qui passe. Là. Donc, on voit la méthode get. Là, il y a l'option. On voit que là, il y a encore la méthode get. Là, il y a la méthode post. Donc, ça, c'est le favicon. Je peux pas le virer, ça. Voilà. Donc, on voit là le type HTML, CSS, JavaScript. Donc, ça, OK. Là, c'est plain, HTML, JSON. Là, on a le transfert. On a la taille des fichiers, là. On peut voir, ça fait 95 octets, c'est que dalle. Par contre, là, on voit le temps, 347 millisecondes, 260 millisecondes. Donc là, si je clique sur 201, mais il me dit que l'état 201, c'est created. Et si je clique dessus, donc c'est le statut, c'est le code de statut HTTP. 201 indique que la requête a réussi et qu'une ressource a été créée en conséquence. La nouvelle ressource est effectivement créée avant que la réponse soit renvoyée et cette nouvelle ressource est envoyée dans le corps du message. Ok, donc là on a différentes informations. Donc là la requête, donc JSON, là on a la key name, génie climatique, website. Si je clique dessus, voyons, ouais, je peux y accéder. Et là on voit la transmission de la requête.
donc le format qui a été utilisé, format JSON, donc on le voit, hein, le name il est bien entre double quote, deux points et e-énigmatique en double quote. Donc on voit que c'est le format JSON, que c'est pas un objet JavaScript, parce qu'en objet JavaScript on n'aurait pas eu les double quotes sur le name. Voilà, donc là on a la réponse, ici on a le délai, trace de la pile, sécurité, ouais, bon, ok, donc on a pas mal d'informations là. Bon là je découvre. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, bah, c'est une requête, quoi. On va utiliser donc la promesse 01, on va utiliser donc la méthode Zen. Et après, on va aller chercher les valeurs que j'ai envoyées sur le serveur avec async, await, et en utilisant les blocs try et catch que j'ai utilisé donc dans la vidéo précédente. Donc là, je me remets sur console, ok. Donc là, je vais utiliser donc promise 01, là avec la méthode zen. Donc là, après direct, là je mets la fonction de callback. Voilà. Ici, là, je vais mettre le async pour la partie asynchrone. Et donc là, après, on va mettre le try et en suivant le catch. Voilà, avec le E. Et là, je mets un console log E. Voilà. Donc si je fais CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Super. Donc là, dans le try, je vais mettre le console log. Je vais afficher la réponse. Donc si je fais CTRL S, qu'est-ce que ça nous affiche? Ça nous affiche response is not defined. Response, ok, bah ouais, c'est normal, je ne l'ai pas mis ici. Et en plus, lorsqu'on utilise async, il va falloir utiliser await. Donc response, CTRL S, ça fait quoi? Donc là, j'ai la réponse type core. On a l'URL de JSON placeholder dans users. Et on a bien un statut 201. Donc on l'avait vu avec le réseau, statut 201, c'est que la ressource a été créée. Ok, cookie, requête, réponse, délai. Bon, là, il n'y a pas grand chose là. Non, mais ça, je m'en fous en plus. Voilà, c'est celui que je veux, moi. Donc voilà, donc 201, type cores. Donc ça, on le verra plus tard. Le réseau, bah, il marche toujours, je pense. Hein. On a toujours le réseau, ok. Donc voilà, donc là, on va afficher dans le console log les données que j'ai envoyées sur le serveur. Donc pour ça, donc await pour la partie asynchrone. Donc sur la réponse, donc c'est les données qu'il y a dans la réponse de la promesse. J'utilise la méthode .json. Parce que là, on l'a vu quand j'utilise le console log. Et si j'utilise juste response comme ça, j'ai tout ça qui s'affiche. Mais j'ai pas le contenu de ce que j'ai envoyé. Parce que là, je l'ai le body ici. Là. Je l'ai le body, mais j'ai pas... Voilà, il faut que j'utilise la méthode .json pour afficher ce que j'ai envoyé. Et donc là, je vais mettre ça dans une variable. Const, je vais appeler contenu, pour pouvoir après le mettre dans un console log. Et là, je mets un console log pour afficher ce contenu. Contenu, voyons ce que ça donne. CTRL S. Donc voilà, donc de la réponse avec la méthode .json, j'affiche l'objet. Donc on peut voir que comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va créer un nouvel ID. Donc il y avait 10 users, bah là je suis le 11e. Donc l'ID 11 avec le name et le website. Donc ça a été pris directement sur le serveur JSON placeholder. Par contre, si je veux créer une autre promesse juste pour chercher tous les users, donc là je fais const promise 02 pour faire un test. Donc là, j'ai utilisé la méthode fetch sans option. Et sans option, c'est la méthode get qui est utilisée. Donc fetch, voilà. Là, je ferme la parenthèse. Point virgule. OK. D'ailleurs, je peux faire un CTRL S. Hein. Je regarde s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a toujours pas d'erreur. Donc là, je vais aller chercher les données sur le... Je vais chercher toutes les données de users. Quoi, l'objet. Donc après, c'est promise 02, la méthode zen. Si j'ai un retour positif de la promesse. Donc après, je peux marquer directement le mot-clé async pour que la fonction de callback soit synchrone. Et après, donc la fonction de callback, je mets les accolades pour les instructions. Donc dedans, il ne faut pas que j'oublie le response, qui est un mot-clé aussi, hein, particulier. Response, ça c'est bon. Donc après, toujours le try et juste après catch, sinon ça marche pas. Avec le E dedans. Et là, le console log E. Je fais un CTRL S, il n'y a toujours pas d'erreur, super. Et donc dans le try, je vais mettre... je peux mettre la réponse pour voir ce que ça donne. La réponse brute, response. Donc si je fais ça, CTRL S, et bien là on voit que ça ne s'affiche pas après, hein, au fond. Parce que là on voit que j'ai le 201, donc c'est la ressource que j'ai créée. On voit que mon console log d'ici, là, s'affiche en premier. Probablement parce que là il y a un petit temps d'attente et ça c'est peut-être plus rapide. Là on le voit, là j'ai un statut 200. Et si je vais sur le réseau, on voit que c'est lui qui est parti en premier. Là. Parce que là on voit l'échelle des temps là. Et si je fais, donc si je clique sur 200, il va me dire que, bon, état 200, ok, donc on saura plus sur ce code. 200, c'est bien le code statut de réponse HTTP 200, ok, indique la réussite d'une requête. Une réponse 200 peut être mise en cache par défaut. La signification de réussite dépend de la méthode de requête HTTP, donc là c'est la méthode get. La ressource a été récupérée et est transmise dans le corps du message. D'accord? Donc là on voit que c'est parti en premier, quoi. Là on voit la méthode post ici, là, 201. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là, moi ce que je veux voir c'est les données. Hein. Donc là il va falloir faire comme ici. Là. Il va falloir utiliser le response.json avec le wait.
await, donc c'est pour attendre le retour de la réponse. Quand j'ai le retour de la réponse, c'est le retour de la promesse. Response.json, et ça il faut le mettre dans une variable pour pouvoir le mettre dans le console log, ou alors on peut mettre directement ça dans le console log, mais c'est bête. Donc là je vais marquer utilisateur au pluriel. Donc là je sélectionne utilisateur, CTRL C. Donc là si je fais un CTRL S, il n'y a toujours pas d'erreur. Donc là je fais console log, et là je vais faire CTRL S, et là on va voir que ça prend quand même un petit peu de temps, c'est pas instantané, parce que bon là on est sur le réseau, hein, ça part sur internet. Donc là ce qui est étonnant, bon, probablement c'est normal. Il y a, d'après ce que l'on peut voir là, il y a l'ID 11, donc il y a 11 users, mais lorsque je me connecte avec la méthode get là, sur l'API web, on voit qu'il y a toujours que 10 users. Le 11e, on le voit pas. Alors c'est probablement pour éviter le spam, ce genre de choses. Mais là ce qui est sûr, c'est que là je vais sur l'API web, sur users, j'ai bien donc l'objet, donc j'ai bien le tableau là avec tous les users, donc on voit les objets là, il n'y en a que 10. Par contre on voit bien que j'en ai créé un parce que là j'ai un retour là de users avec l'ID 11. Mais on le voit pas ici, probablement pour éviter le spam, ce genre de choses. Donc dans cette vidéo on a vu donc comment donc à partir d'un objet que l'on a créé, l'envoyer sur l'API web, sur le serveur pour créer donc une nouvelle ressource, donc ici dans users, et on a vu comment on pouvait donc l'afficher, donc aller la chercher. Donc voilà pour cette vidéo.